Hein. Enfin, à moins que vous souhaitiez qu'il soit déjà placé, mais je pense que ce serait dommage. Hein. Donc là, on est sur 55 minutes, le timer est ici. Là, regardez. Vous avez un timer qui sera beaucoup plus grand. À partir du moment où vous prenez la parole, à partir du moment où vous allez prendre la parole, il y a un timer ici de 55 minutes. Il faut prendre en considération les questions-réponses. Dans ces 55 minutes. Et voilà, et bon après si on n'est pas à la minute près, hein, bien sûr, mais comme il y a d'autres conférences ensuite, il faut essayer de respecter. Voilà, vous avez chacun votre petite bouteille d'eau. Les micros sont déjà en fonction, hein, donc vous m'entendez peut-être déjà vous parler. Très, très belle conférence, à plus tard. Bonjour. Si vous voulez regarder, pour le CSTB. Voilà, c'est bon. Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette table ronde autour d'un sujet qui devient central dans notre métier, qui est comment faire que la conception circulaire devienne un levier structurant de toute l'industrie du bâtiment. Donc aujourd'hui, on est face à une double urgence, une urgence climatique bien sûr, avec des obligations de réduction des impacts qui deviennent pressants, et une urgence matérielle avec des ressources qui se raréfient, une pression sur les matériaux et une tension sur toute la filière d'approvisionnement. Et donc, face à ce contexte, on est dans l'obligation de changer notre façon de concevoir, de réaliser et d'exploiter nos bâtiments. Et cependant, force est de constater que aujourd'hui, les industriels sont hélas encore trop peu invités en phase de conception, alors même que leurs produits devraient être conçus dès l'origine pour permettre le réemploi, la circularité, la traçabilité, enfin tout ce qui est nécessaire pour prolonger la durée de vie des produits. Voilà, donc nous, chez A4MT, on travaille avec de nombreux maîtres d'ouvrage depuis plusieurs années pour transformer l'industrie de l'immobilier au travers de différents programmes, dont le booster du réemploi. Et c'est donc dans ce cadre qu'on a lancé il y a quelques mois un groupe de travail, les bâtiments comme ressources, qui a cette envie justement de structurer la demande. Et il réunit une vingtaine d'acteurs engagés de la filière. Donc l'objectif de ce travail collégial, c'est d'une part de partager, structurer déjà les connaissances qui existent pour pouvoir alimenter une réflexion commune et puis faire émerger des pratiques qui permettent de booster la circularité dans l'acte de construire. Voilà, et donc on vient de livrer la première phase de ce groupe de travail avec un état de l'art, et on veut passer à cette nouvelle phase qui est la phase d'expérimentation. C'est dans ce cadre qu'on souhaite, avec le CSTB, on va dire, appuyer sur une demande, enfin une offre, on va dire structurer l'offre des industriels pour répondre à la demande des maîtres d'ouvrage. Donc je vais, Sylvain, te passer la parole pour continuer dans le contexte et dans ce booster de l'éco-conception. Merci beaucoup Sylvie. Donc du coup, moi je ne vais pas forcément revenir un petit peu sur tout le contexte, hein, à part vous dire que, comme à chaque fois, là, l'économie circulaire coche un peu toutes les cases en termes de limitation de consommation de ressources, en termes de limitation de la production de déchets, dans un certain nombre de cas de réduction aussi des émissions de gaz à effet de serre, et tout ça en général en ayant un impact plutôt positif sur la balance commerciale et un impact aussi positif sur la création d'emplois. Donc on a vraiment coche un peu toutes les cases, on a besoin, on a envie, ça bouge beaucoup du coup sur le sujet de l'économie circulaire et du bâtiment en ce moment. Sans forcément trop y revenir, ça bouge quand même aussi à toutes les échelles, hein, au niveau européen, notamment avec le règlement produits de construction et un certain nombre de directives. Au niveau français, il y a aussi de plus en plus d'exigences qui se mettent en place autour de la circularité du bâtiment. Au niveau des collectivités territoriales, on a aussi de plus en plus de métropoles
qui cherchent à mettre en place des chartes autour de l'économie circulaire. Et puis derrière, tout ce qui est collectif de maîtres d'ouvrage engagés qui se déploie. Et je pense que le booster du réemploi, le GT sur le bâtiment comme banque de matière marque bien aussi cet intérêt qui est là, qui est fort et qui est particulièrement marqué notamment du côté de la demande et de la maîtrise d'ouvrage. Et donc pourquoi est-ce qu'on a voulu lancer du coup ce booster de l'éco-conception? Il y a 3 grands enjeux en fait sur lesquels on réfléchit là depuis pas mal de temps, notamment avec A4MT. Le premier, c'est de se dire la maîtrise d'ouvrage, elle est là, elle est engagée, elle a envie de bouger. Le booster existe depuis déjà 4 ans sur le réemploi, sur la question du réemployable, sur la question du bâtiment comme banque de matière. Il y a un constat, en tout cas au sein des membres, une envie d'aller plus loin, par contre une méconnaissance de l'offre. Alors qu'on sait, nous, qu'il y en a quand même beaucoup qui existent, il y a beaucoup d'offres de produits industriels qui existent déjà, qui sont compatibles avec les enjeux de circularité. Et donc il y a un besoin déjà de porter à connaissance ce qui existe. Le deuxième sujet, c'est que quand on va parler du coup de bâtiments comme banque de matière, ça touche tout le monde. Il va y avoir des besoins en termes de conception industrielle, il va y avoir des besoins en termes d'interface entre les différents produits, il va y avoir des impacts sur la prescription, il va y avoir des impacts sur l'évaluation, il va y avoir des impacts aussi sur la traçabilité, parce qu'il va falloir conserver dans le temps un certain nombre d'informations. Donc clairement, ça touche tout le monde. Donc il y a besoin d'y aller en collectif et de pouvoir du coup traiter de manière un petit peu technique chaque point qui pose un petit peu problème aux interfaces pour faciliter du coup l'utilisation et derrière la fluidité, la prescription de tout ce qui est, de tout ce qui est circulaire. Et donc il y a cette envie, ce besoin d'y aller en collectif. Et c'est ça aussi qui a motivé la démarche. Avec l'idée, c'est de mettre vraiment en face l'offre et la demande pour qu'il y ait des échanges croisés et qu'on puisse plus facilement accélérer, plus facilement justement booster tout ça. Et puis le troisième sujet, c'est je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment, qui ne sont pas forcément toutes coordonnées non plus. Donc il y a une grosse effervescence en fait, autour de la circularité, ça bouge beaucoup. Et il y a un besoin du coup de production d'éléments un peu structurants et qui répondent, du coup, qui sont à la fois très pertinents et très costauds sur la partie scientifique et technique, mais qui intègrent aussi toutes les difficultés que peuvent rencontrer la chaîne d'acteurs aujourd'hui pour arriver à faire progresser du coup les différentes initiatives, je vous disais réglementaires, normatives, autour de chartes ou autres, sur le sujet de la circularité. Et donc l'enjeu derrière aussi cette notion du booster, c'est vraiment de créer un collectif fort, engagé, compétent et ancré quelque part dans les pratiques actuelles pour proposer des textes, des méthodes, des choses qui vont être extrêmement structurantes et qui pourront être après reprises par l'ensemble de l'écosystème. Donc ça, voilà, c'est vraiment le sujet de fond. Comme on le disait avec la 4MT, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille ensemble autour du booster, autour d'autres projets. La question de l'accélération de la transformation, ça fait vraiment partie de notre ADN. Et on travaille ensemble depuis plusieurs années et ça nous a permis de bien comprendre justement les complémentarités qu'on peut avoir entre nous. C'est pour ça qu'on s'est dit que c'était vraiment le bon moment de lancer ce booster de l'éco-conception et vraiment de rapprocher l'offre et la demande pour accélérer collectivement ce sujet de la circularité. Alors qu'est-ce qu'on met aujourd'hui dans cette notion de booster? Donc on l'a dit, il y a déjà tout un volet groupe de travail autour du bâtiment comme banque de matière qui est animé par A4MT qui porte plutôt autour de la maîtrise d'ouvrage et de la demande. L'idée c'est de mettre en face du coup un peu un symétrique autour de l'offre, autour des industriels et avec 3 grands, je rappelais un petit peu les 3 grands enjeux. Donc le premier besoin c'est déjà de porter à connaissance. On sait qu'il y a des solutions qui existent, qui fonctionnent, les porter à connaissance des maîtres d'ouvrage pour créer du coup ce cercle vertueux de massification, du coup, de meilleure adéquation de massification. Le deuxième sujet, c'est, on le disait, il y a beaucoup de choses à préciser, à organiser au niveau des interfaces qui vont permettre de simplifier tout ça. Et donc, au travers de cette approche collective, l'enjeu est de pouvoir aussi apporter des réponses très techniques, très opérationnelles pour lever chacun des freins. Et puis, le troisième sujet, c'est bien de pouvoir après travailler, on l'a dit, sur des travaux communs
structurant qui pourra ensuite être repris sur l'ensemble de l'écosystème. Et donc on l'a dit, chaque année, l'objectif c'est d'avoir une thématique qu'on va pousser particulièrement fortement. La première année, ça va être la notion de démontabilité, avec un bel ouvrage collectif qu'on attend sur la démontabilité. Et l'enjeu, ça va être de chaque année de travailler sur une thématique assez forte sur la circularité pour qu'on puisse... Derrière, l'enjeu, en fait, c'est qu'on puisse aller le plus rapidement possible vers un bâtiment qui soit 100% démontable, recyclable, réemployable. Merci beaucoup Sylvain. Et donc pour nous accompagner dans cette discussion, on a un très beau panel. Et je vous propose pour vous présenter chacun assez rapidement une première question. Concevoir un bâtiment comme banque de matière, qu'est-ce que ça génère dans vos métiers? Voilà, avec vos premiers ex. Oui, Jérôme, à toi. Ok, je me présente, donc je suis Jérôme Hervé, je représente l'entreprise Gamma Industrie. On est fabricant et installateur de planchers techniques, de dalles de planchers techniques, faux planchers, planchers surélevés, depuis 70 ans. Et depuis, jusqu'à il y a quelques années encore, c'est vrai qu'on produisait et on installait des planchers techniques sans réellement se soucier du lendemain et ce qu'allaient devenir tous ces produits. L'idée première, c'était de réaliser une prestation de qualité, fourniture et pose, et voilà. Depuis quelques années, aujourd'hui, de par les enjeux qui ont été rappelés précédemment, on a pris conscience que, en plus de cette prestation de service, fourniture et pose, il fallait qu'on y inclue une prestation de ressources pour le futur. Du coup, ça déclenche plusieurs phases. La première phase, déjà, ça a été de travailler avec nos fournisseurs de matières premières. On a des dalles qui sont essentiellement composées de tôle en acier galvanisé et de bois. Donc l'idée, ça a été de les associer et de les motiver à nous fournir des matériaux qui soient eux-mêmes déjà complètement issus de matières premières recyclées. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, par exemple, c'est que nos panneaux d'agglomérés sont à 98-99% issus de panneaux de bois recyclés. Pour la tôle, pareil. Donc ça, c'est vraiment déjà un engagement dès le départ auprès de nos fournisseurs pour fabriquer nos produits neufs. La deuxième étape, ça a été penser démontabilité. Alors on a un ouvrage qui est assez simple à démonter. Par contre, il faut bien savoir le conditionner et bien savoir aussi maîtriser les différents flux logistiques pour pouvoir faire revenir tous ces matériaux en usine. Donc les dalles de plancher technique, on a vite mis en place des procédures de dépose soignée et de flux logistiques pour pouvoir être optimal par rapport à cette première prérogative. Deuxième prérogative, ça a été de se dire qu'est-ce qu'on peut récupérer en plus que des dalles. Ça a été les têtes de vérin, donc je ne sais pas si vous voyez, mais les dalles sont supportées par des vérins métalliques, c'est un support. Donc on a récupéré les têtes métalliques pour pouvoir les remettre aussi dans un circuit de réemployabilité. Les traverses. Il nous reste aujourd'hui à travailler par exemple sur le vérin en lui-même qui est collé au support du béton par une colle et qu'aujourd'hui on ne sait pas réemployer. Donc ça a été la démontabilité. Travailler la démontabilité aujourd'hui et dans le futur pour que évidemment nos produits soient encore mieux démontés. Le troisième point, on en a parlé aussi, c'est la documentation technique, c'est la traçabilité, c'est d'améliorer encore plus la documentation technique, tous les documents supports, les PVDC, feux, normes de charge, acoustique, pour que dans le futur, quand on a identifié un gisement, qu'on ne perde pas notre temps à retrouver toutes ces documentations techniques et ça va faciliter beaucoup justement la validité de réemployer le matériau sur une nouvelle opération. Et puis donc pour finir par rapport à toutes ces prérogatives, il y a évidemment avoir le souci impératif d'avoir un maximum de matériaux réemployables. Et donc ça veut dire incorporer aujourd'hui des notions d'études, de plans de calpinage, recherche de nouveaux matériaux qui vont éviter par exemple d'avoir... la plupart de nos produits sont recouverts d'une moquette. Donc aujourd'hui, pour mettre de la moquette, on met de la poisse, une colle, pour pouvoir venir fixer la dalle de moquette. C'est trouver des nouveaux matériaux qui puissent éviter cette poisse. Donc forcément,
le taux de réemployabilité de notre produit va largement augmenter. C'est de trouver aussi des concepts pour pouvoir mieux empiler, améliorer les flux logistiques. Voilà, donc c'est tout un panel de chemins qu'il faut continuer à travailler. Le seul but, c'est effectivement, c'est que dans le futur, un bâtiment, on puisse venir récupérer nos produits et les réemployer. Ça assurera au maître d'ouvrage une continuité dans son actif, de toute façon, et puis ça permettra aussi de réduire notre impact environnemental. Merci. Et je vais prendre la suite. Bonjour à tous. Donc Charlotte Lardinois pour la Poste Immobilier. Alors côté maîtrise d'ouvrage, concevoir un bâtiment et plus largement les ensembles d'opérations, piloter les opérations en tant que ressources de matériaux et d'équipements à l'échelle d'un parc, c'est important pour nous parce que ça nous a demandé de repenser nos cahiers des charges techniques, nos cahiers des charges architecturaux et nos cahiers des charges travaux, c'est-à-dire toutes les demandes qu'on va faire sur toute la chaîne d'acteurs, que ce soit les architectes, mais aussi les entreprises, pour le réemploi. Alors, la Poste Immobilier, c'est la foncière du groupe La Poste. On développe, on valorise, on entretient 6,5 millions de mètres carrés répartis sur 11 000 bâtiments. Donc, c'est 200 millions de travaux par an, jusqu'à 200 millions. On est sur 80% des opérations de travaux. On privilégie la restructuration, donc on démolit le moins possible. Pour illustrer cet engagement pour le circulaire, 3 grandes opérations qu'on a livrées depuis 18 mois. Le pavillon Keller qui est sur la dalle Beaugrenelle, qui utilise 100% des matériaux issus de l'économie circulaire, donc soit biosourcés, soit du réemploi. La maison de l'innovation à Nantes, pour laquelle on a réutilisé 3000 m² de vos dalles Gamma Industrie. Voilà, donc on est très heureux. Donc c'est un bâtiment tertiaire. Et puis une grosse opération à Toulouse, 6000 m², bâtiment des années 20, 42 tonnes de matériaux et équipements entièrement réutilisés. Donc on s'implique très fortement. 100% de nos opérations au-dessus de 1000 m² font l'objet d'une analyse de cycle de vie et d'un engagement sur le plan du réemploi dès le début, c'est-à-dire dès le programme, avec le concepteur, avec l'architecte et jusqu'au bout avec les entreprises travaux. Et on a beaucoup de sujets à adresser aux industriels. On pense qu'on n'est qu'au début. Sur toutes nos opérations courantes, c'est-à-dire les rénovations pour nos clients du groupe, qui sont les bureaux de poste, qui sont des plateaux tertiaires, qui sont des modifications de plateformes courrier-colis. C'est environ 100 000 m² par an. Et ça, on a travaillé avec nos entreprises travaux pour identifier les 100 lignes les plus pertinentes pour activer le réemploi. Donc sur du réemploi de faux plafonds, du réemploi de dalles, de faux planchers, de dalles de sol souple, de cloisons amovibles et de luminaires. Voilà, donc nos entreprises travaux en accord cadre se sont elles-mêmes penchées sur le sujet pour activer ces 100 lignes sur toutes nos opérations courantes. Bonjour à tous, Raphaël Guastavi, je suis directeur adjoint de la direction économie circulaire de l'ADEME, donc l'agence de la transition écologique. Donc direction qui, comme les autres directions techniques, apporte de l'expertise, de la connaissance et on élabore des projets soutenus dans les différents domaines de l'économie circulaire, que ce soit le développement du reconditionnement, du recyclage ou encore de l'éco-conception. Alors pour répondre à la question, est-ce que le bâtiment est une banque de matière ? Oui, forcément quand on voit qu'un secteur va produire des millions de tonnes de déchets, déjà on se dit qu'il y a derrière il y a de la ressource. Ces déchets ne doivent pas finalement être des déchets, mais bien être à un moment donné pouvoir être réemployés, réutilisés. Et finalement si ces bâtiments doivent être des banques de matière, il faut se poser la question comment c'est possible, comment on peut arriver à cette efficacité matière. Et donc ça nécessite forcément d'anticiper
dès l'amont, dès la conception du bâtiment, dès le besoin même ressenti de construire un bâtiment, de se poser la question de l'évolutivité de ce bâtiment sur l'ensemble de son cycle de vie, de pouvoir y intégrer dès le départ des demandes autour de matières et des solutions et matériaux techniques plus performants d'un point de vue environnemental. Donc on revient même à la notion d'éco-conception, hein, de pouvoir avoir des produits d'une meilleure performance environnementale sur l'ensemble du cycle de leur vie, sur l'ensemble des étapes du cycle de vie. Et c'est permettre finalement d'utiliser des matériaux et des produits dont on sait qu'ils auront un potentiel de recyclabilité à la fin, mais d'abord effectivement de réemployabilité, de pouvoir avoir un allongement de la durée de vie de ces matériaux, d'où tous les process qu'on peut avoir autour notamment du remanufacturing, du reconditionnement, de la réutilisation, du réemploi. Et c'est pouvoir anticiper donc chacune de ces étapes. Donc là, ça a été évoqué, le rôle finalement de la commande, et notamment de la commande publique, va être central, commande publique sur l'ensemble des acteurs, hein, avec la nécessité d'abord d'être exemplaire, que ce soit pour l'État, pour les collectivités locales, les entreprises publiques, les opérateurs publics, qui représentent déjà une grande part, mais c'est valable aussi pour tout type de commande, hein, il est aussi valable pour la commande privée évidemment. Et donc la nécessité de formation finalement des maîtres d'ouvrage, mais aussi de ceux qui vont les accompagner, les assistants en maîtrise d'ouvrage, de connaître finalement toutes ces solutions. Et d'où effectivement l'intérêt d'organisations comme les boosters, que ce soit réemploi, éco-conception aujourd'hui, pour faire effectivement ce lien et s'assurer effectivement que les bonnes opérations sont prévues dès le départ, y compris peut-être en remettant en cause certains... Il y a des coupures ou c'est moi ? De remettre aussi finalement en cause certains points, je pense par exemple à l'esthétisme même des bâtiments, et intégrer finalement une autre façon de voir les choses pour avoir encore plus de facilité d'intégrer des produits qui seront effectivement issus de ces démarches d'éco-conception ou du réemploi. Merci beaucoup Raphaël. Et donc moi j'avais une question, puisqu'on a la chance, nous avec le CSTB, on lance un pont justement pour essayer d'adresser la demande et l'offre, et on a la chance d'avoir un maître d'ouvrage et un industriel. Et je voulais savoir, vous, comme vous l'avez expérimenté, vous avez des REX et sans doute des freins ou des attentes l'un vis-à-vis de l'autre, et donc je serais ravie d'entendre vos premiers retours, donc peut-être Charlotte ou Jérôme. Oui, alors en REX, effectivement, on fait partie du booster du réemploi. C'est un rendez-vous mensuel pour nous qui est important parce que ça nous permet de capitaliser avec d'autres acteurs, d'autres maîtres d'ouvrage sur de retours d'expérience. Qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qu'on va tenter dans l'année. Donc la notion de démontabilité comme prochain challenge, c'est extrêmement intéressant. Et on pense effectivement, on a eu des signaux de la part des industriels, de très bons signaux, donc on voudrait les encourager. Et je vais parler un petit peu des accords de partenariat qu'on a montés avec plusieurs industriels. Alors, les accords de partenariat pour la Poste Immobilier, en fait, ce sont tout simplement un référencement de produits et d'équipements qui nous permettent d'adresser nos travaux courants, qui sont assez conséquents chaque année, c'est plusieurs centaines d'opérations, au niveau des approvisionnements, des prix et de la qualité. Et en fait, on a souhaité ajouter une dimension de réemployabilité à 100% sur toutes les références qu'on aurait dans ces accords de partenariat, et un poids carbone à l'équipement qui nous permettra de tracer sur toutes nos petites opérations le poids carbone des opérations de travaux. Pour faire ça, on ne savait pas tellement comment démarrer. On s'est dit, mais on va poser la question aux industriels. C'est eux qui vont nous donner des idées. Donc on a ouvert nos cahiers des charges aux industriels. On a fait une V0. La consultation on a fait une consultation sur plus de 18 mois. Parce que les industriels ont regardé nos cahiers des charges. Ils nous ont dit, écoutez, si vous voulez aller vers plus de réemployabilité, on va vous proposer tel type de standard. Et autour de la table, il y en avait 5 ou 6
par l'eau. Donc on a mené cette consultation sur la partie cloison amovible, luminaire, qui a une forme de complexité, luminaire, parce que c'est plusieurs composants, et puis sol souple. Ils ont donc challengé les références qu'il y avait dans ces cahiers des charges. On est passé de 6 références luminaires sur nos opérations courantes à 2. Donc voilà, avec un luminaire universel. Un luminaire universel qui s'adapte à tout type de hauteur selon les plateaux tertiaires ou les commerces, les bureaux de poste. Ça nous évite d'acheter ou de faire acheter par nos entreprises de travaux 10 références différentes en termes de puissance. Ils nous ont conseillé tous, sur la partie cloison démontable, cloison amovible, de nous caler sur un standard de 2,20 m qui serait réutilisable d'une opération à une autre, que ce soit du plateau tertiaire, du bureau de poste ou de l'Indus. Et on a pu lancer la consultation et donc le challenge sur ce volet-là. Ils ont vraiment joué le jeu, on a été vraiment surpris, ils ont été au-delà de ce qu'ils savaient faire. On ne pensait pas. Et on a pu concrétiser on va dire cette expérimentation autour d'un démonstrateur. On a fait monter sur 1 mois. Les 2 finalistes par lot ont présenté leurs produits, puisqu'on voulait que notre client final, qui sont les branches, nos branches, donc la branche grand public et numérique, qui sont les bureaux de poste, mais aussi la banque postale, et puis la BSCC, les courriers colis, puissent valider la qualité et l'esthétique. C'était très important pour nous. Nous, on se chargeait de la réemployabilité, de la traçabilité carbone, mais on voulait que nos clients finaux soient convaincus par la qualité perçue, par les délais aussi. On a réussi à optimiser les délais, puisque acheter une seule référence, ça nous permet tout simplement d'avoir un effet de masse sur les prix, mais surtout de pouvoir avoir une seule référence de cloison, par exemple, départ usine. Et on est à J+7, livraison sur chantier, on a gagné 15 jours. Donc on a divisé par 3. Et surtout, on le fait livrer vers inclus, ce qui nous permet de gagner du temps. Voilà, donc ça, c'était des idées qui ont été proposées par les industriels directement. C'est-à-dire que le fait d'ouvrir ce cahier des charges très en amont, c'est un appel à idées, un appel à contribution. On leur a laissé le crayon, ils nous ont apporté des idées, on les a mis en œuvre. Et ça nous a permis, sur la notion de démontabilité, sur ce démonstrateur, ils ont fait le montage, le démontage préservant, le stockage préservant. Ils ont filmé pour faire des tutoriels, notamment accompagnés par Segundo qui est un réseau de déposes préservantes. Donc c'est 12 entreprises de l'économie sociale et solidaire qui ont une expertise sur la dépose préservante et qui ont chapeauté sur ce démonstrateur toute cette partie-là. Pourquoi ? Parce que des lames de faux plancher en PVC, il faut pouvoir les démonter et les stocker de façon préservante pour qu'elles ne se déforment pas et qu'on puisse les remonter sur un autre site, par exemple. On les a chronométrés, ça a été vraiment jeu parce que derrière nos clients regardent beaucoup le temps chantier, c'est important pour eux, notamment dans le commerce. Et puis, on a ouvert ce démonstrateur, non seulement à nos clients pour qu'ils valident l'esthétique, et à d'autres maîtres d'ouvrage. Parce qu'on est convaincu que d'autres maîtres d'ouvrage peuvent être intéressés par ces mêmes standards, luminaire universel, cloison un seul format, surtout sur les travaux courants. Il n'y a pas d'enjeu de sur-mesure. Sachant que pendant des années, la demande a été sur du semi-sur-mesure pour beaucoup d'industriels. Donc ils se sont pliés en 12 pour nous faire des références incroyables en termes de coloris, de matériaux, etc. Aujourd'hui, on a tous un enjeu de banque de matière à l'échelle d'un bâtiment. Comment on fait ? Donc voilà, c'est de très très belles réponses. Alors nous, en tant qu'industriels, avant de vous parler de retour d'expérience, c'est surtout ce qu'il faut comprendre. Un industriel, en fait, il maîtrise son produit. Il le maîtrise, ça veut dire qu'il le maîtrise depuis l'achat de ses matières premières. C'est-à-dire qu'on connaît le prix à quel on va acheter, on connaît le timing auquel ils vont être approvisionnés, on connaît évidemment le process pour le fabriquer, le temps de production. En fait, on est vraiment dans une ligne de production qui est complètement définie et qui est maîtrisée de A à Z.
Quand on a exploré cette possibilité de réemployer et d'industrialiser le reconditionnement des dalles de plancher technique, la première chose à laquelle on a été confronté, c'est c'est pas du tout déterminé. Il y a des aléas à tous les échelons. Donc il a fallu quand même déjà se tester à divers cas et variés pour pouvoir apprendre et ne pas reproduire les erreurs, par exemple sur le choix d'un gisement, sur des dalles de plancher technique qui au final on ramène à l'usine, qu'on ne sait pas reconditionner, donc au final qu'on va mettre en déchet, donc il n'y a aucun intérêt. Donc ça a été de transposer tout notre savoir-faire, toute notre intelligence de production, de la transposer au réemploi. Donc première étape, c'est d'écrire des protocoles par exemple qu'on diffuse auprès des cureurs pour qu'ils sachent bien déposer, combien de dalles par palette, bien le cercler, afin que derrière on puisse savoir un taux de dalles en retour usine qui soit optimal pour éviter de générer des déchets en usine. Optimiser bien sûr aussi les flux logistiques, c'est très important dans l'équation à la fois économique mais aussi dans l'équation environnementale, puisqu'aujourd'hui nos produits de réemploi font aussi l'objet d'une F2S. Donc ça a été vraiment, cette première démarche, ça a été ça, ça a été de transposer le savoir-faire industriel, les plans d'assurance qualité. On a créé un plan d'assurance qualité réemploi, ce qui n'existait pas il y a encore quelques mois chez Gamma Industrie. Donc c'est vraiment ça, c'est passer d'un mode très déterminé à un mode qui est complètement aléatoire, mais le rendre de plus en plus déterminé et sécurisé, et à la fois pour pouvoir livrer des produits de réemploi de qualité et de sécuriser les besoins des maîtres d'ouvrage, parce que l'idée quand même, c'est que quand on s'engage à livrer des dalles de plancher technique de réemploi, c'est de les livrer. Voilà, donc ça c'est le cœur de la réflexion. Ensuite, une fois qu'on a mis tout ça en place, qu'on reçoit des bons gisements, qu'on les a bien achetés, qu'on les a bien audités, il faut les reconditionner. Donc ça, c'est la logique industrielle, c'est le process de ponçage, de reconditionnement. Au départ, on s'est dit, on a juste à poncer, quoi. C'est tout simple, c'est bêta comme. Eh ben non, parce qu'on s'aperçoit que les dalles, elles ont vécu, elles ont pris l'eau, elles ont été démontées, remontées. Enfin bref, elles ont une histoire, ces dalles. Et donc, pour pouvoir augmenter au maximum le taux de réemployabilité, de reconditionnement des dalles, eh ben, on s'est aperçu qu'il a fallu adapter le process aussi de reconditionnement. Donc aujourd'hui, on est déjà dans une deuxième génération de process industriels et on réfléchit déjà à pouvoir améliorer ce process industriel de réemployabilité, de reconditionnement, afin d'être encore plus optimal dans le taux, mais aussi d'ouvrir le panel et l'éventail des dalles que l'on peut conditionner. Aujourd'hui, notre process exclut certains types de dalles qu'on refuse parce qu'on ne sait pas les reconditionner. Donc l'idée, c'est ça. C'est aussi de faire progresser l'outil industriel en fonction des gisements et aux fonctions aussi pour essayer de standardiser, de massifier. C'est des notions qui sont hyper importantes dans le réemploi, dans l'économie circulaire en général. C'est ça, il faut massifier parce que sinon l'équation économique, on a des difficultés et pour nous, l'intérêt, c'est qu'un matériau de réemploi soit au même prix que le neuf. Donc il faut pouvoir massifier, il faut pouvoir industrialiser et évidemment le tout avec une qualité de production, avec une documentation technique, comme un industriel doit le savoir faire avec des produits neufs. Voilà. Et ensuite, après, c'est aussi faire appel à l'ADEME, c'est faire appel aux éco-organismes, c'est faire appel au CSTB, évidemment auprès de nos interlocuteurs, des foncières, des maîtres d'ouvrage, pour pouvoir aussi capter des gisements, les convaincre que on sait expertiser, on sait auditer un plancher technique. Et là où, par exemple, il y a encore quelques années ou quelques mois, on pouvait dire on va récupérer 70%. Non, le but, c'est d'augmenter ce pourcentage de réemployabilité et
de pouvoir convaincre nos partenaires que, de toute façon, aujourd'hui, on est dans un marché de pénurie en termes de gisement. Donc il faut qu'on augmente cette capacité de reprise de gisement, ça c'est évident, parce que la demande est très forte. Mais aussi, en même temps, il faut qu'on travaille sur nos produits neufs, j'en ai parlé tout à l'heure, pour baisser leur impact carbone, pour avoir en fait une équation un peu environnement, un mix neuf réemploi, et pas faire forcément du 100% réemploi, parce que malheureusement, on est dans un marché de pénurie, et qu'il en faut pour tout le monde, et qu'il faut tenir après les engagements. C'est d'augmenter cet éventail, cette capacité de reprise de gisement pour avoir, je dirais, une équation environnementale qui soit composée à la fois de neuf et de réemploi et qui permette derrière d'avoir des bâtiments réhabilités, rénovés, nouveaux, qui soient complètement en adéquation avec les objectifs qu'on évoque depuis tout à l'heure. Merci tous les deux pour vos retours d'expérience sur ces premiers essais de circularité. Peut-être une question un peu à tout le monde, je ne vais pas dire on sent que dans vos retours, il faut que tout le monde soit autour de la table. C'est indéniable pour faire de la circularité. On ne voit pas comment on pourrait prendre la question que d'un bout. Donc on a besoin de tout le monde autour de la table. Et voilà, j'ai envie de vous poser la question à ce stade pour vous. Qu'est-ce qui ferait qu'on aurait vraiment une forte dynamique, que demain, la circularité devienne le nouveau normal? Et voilà, chacun avec votre point de vue et vos écueils, entre guillemets. Alors, c'est une phrase toute bête, mais c'est tous ensemble qu'on sera plus fort. Hein. On peut aller vite tout seul, mais on va beaucoup moins loin que quand on est unis. Donc ça paraît évident, mais ça l'est d'autant plus dans le sujet de l'économie circulaire. Nous, ce qu'on a besoin, en fait, finalement, quelque part, c'est de continuer à faire adhérer, à faire valider nos protocoles, nos produits. Et donc ça, c'est un travail, on va dire, de prescription, de prospection, d'être dans des tables rondes. Et je vous remercie encore de pouvoir nous donner la parole. Dans ces tables rondes, dont on adhère à des communautés de réemploi, Cinéo par exemple, qui nous permettent d'écouter toutes les sensibilités de l'économie circulaire, et puis nous aussi diffuser aussi notre expertise et notre expérience qui s'accroît au fil du temps. C'est de la reconnaissance, par exemple par des organismes comme le CSTB et l'ADEME, à travers peut-être des travaux qu'il faut qu'on mène sur des labellisations de notre usine de reconditionnement. Et très bien sûr avec les maîtres d'ouvrage pour pouvoir au maximum travailler en amont sur leur cahier des charges. Voilà, donc le but vraiment, c'est que nos produits d'aujourd'hui ne deviennent pas des déchets demain, en fait. Hein. C'est vraiment ça l'idée. Et les ressources sont rares et elles coûtent cher, et il faut impérativement donc le mot de la fin, c'est ça. De toute façon, c'est tous ensemble qu'on réussira, et chacun doit apporter son expérience. Et nous, on est bien contents aujourd'hui d'avoir avancé sur ce chemin. Et je peux vous assurer qu'en interne, ça peut entraîner, ça entraîne forcément. Voilà, ça entraîne forcément des changements assez radicaux dans la façon de faire, dans la façon de voir. Mais moi, je suis convaincu que ça amène aussi de la recherche, du développement, de l'innovation. Et finalement, quelque part, c'est hyper motivant de pouvoir aussi avoir aujourd'hui des voies de ce type-là pour rebooster, c'est le cas de le dire, notre industrie. Voilà. Oui, pour rebondir, moi ce que j'aime bien, c'est la notion de groupe de travail par rapport au booster. Donc merci encore de nous réunir parce que c'est des heures très précieuses avec vous, donc CSTB, ADEME et les industriels et d'autres maîtres d'ouvrage. C'est vraiment en travaillant en amont qu'on identifie les bons leviers, parce que tous les équipements et tous les matériaux n'ont pas les mêmes problématiques. Vous en avez décrites certaines, c'est très précis. Toutes les filières n'ont pas la même maturité, parce qu'il y a des complexités. Je pense à la filière luminaire. C'est assez complexe, luminaire, il y a de l'électronique. Donc tout n'est pas recyclable. Comment est-ce qu'on peut travailler avec les fabricants de luminaires
sur encore plus de recyclabilité, comment est-ce qu'ils peuvent, comme vous, mener des audits, venir sur nos sites et dire voilà, on va pouvoir reprendre tous les luminaires, même si ce n'est pas notre marque, et les diriger vers finalement des centres de tri dédiés. En fait, nous, on veut vraiment pouvoir embarquer et travailler avec les industriels en détaillant un petit peu ces leviers, parce que en tant que maître d'ouvrage, on est responsable de nos déchets. Et donc, on est vraiment intéressé de pouvoir pas faire porter tout sur les entreprises travaux, mais sur les industriels. Et on pense qu'ils ont beaucoup de choses à nous apporter. Ils connaissent par cœur. Charlotte. Et c'est un peu ce que vous disiez, c'est que votre demande, elle est forte et vous êtes prête à changer un petit peu votre cahier des charges pour vous assurer que de la conception, on arrive bien in fine au résultat attendu. Oui, on est prêt. On pense aussi qu'il y a d'autres maîtres d'ouvrage qui seraient très partants. C'est pour ça qu'on est, voilà, aujourd'hui c'est un autre appel à d'autres maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés. Il y a des enjeux très intéressants. Sans demande, il n'y a pas d'offre. Donc il faut effectivement massifier cette demande, la clarifier et identifier les bons leviers autour de notre travail. Donc merci encore. Le deuxième point que j'aborderai, c'est la notion de local. On est aujourd'hui, on le sait, la circularité, c'est plutôt en local qu'au national. On ne va pas faire repartir des matériaux ou des équipements à l'usine dans le sud de la France, alors que le chantier est dans le nord. Donc c'est travailler au sein des régions. Et c'est pour ça que nous, notre parc, en fait, c'est aussi une ressource de matériaux et d'équipements, mais qui pourrait être mutualisée avec d'autres parcs immobiliers. Voilà. Donc, effectivement, la question, elle dépasse largement le sujet du bâtiment, parce que finalement, c'est faire rentrer notre société dans une économie circulaire, sortir un peu du cynisme des 50 dernières années qui consiste encore aujourd'hui, à extraire les ressources en pensant qu'elles sont finalement infinies, les consommer, les jeter. Donc l'économie circulaire, elle implique effectivement, vous l'avez dit, tous les acteurs, que ce soit le consommateur, le producteur, d'abord avoir une réflexion sur le besoin et avoir un objectif de sobriété en termes de matière et d'efficacité de ces matières. Et donc de pouvoir mettre ensemble finalement toutes les chaînes de valeur jusqu'à l'utilisateur final, c'est essentiel pour réussir ce changement finalement de paradigme et de rentrer dans une réelle économie circulaire. Et donc je le redis, qui vise avant tout d'éviter le gaspillage des ressources. La notion de sobriété, elle est essentielle, de sobriété matière. Souvent on résume l'économie circulaire au recyclage, qui finalement n'est que un peu le palliatif de ce qu'on n'aura pas réussi à faire en amont. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. Ça passe par l'éco-conception, qui est quand même une des premières briques de l'économie circulaire, pour s'assurer qu'on n'a pas de transfert d'impact quand on imagine un produit entre les différents cycles de vie ou entre les différents impacts environnementaux. Et c'est ce qui va permettre à la fois de garantir donc une meilleure performance environnementale et de répondre aussi à un besoin qualitatif, et de pouvoir imaginer que finalement ces solutions sont pérennes et se font avec le moindre impact possible. Donc, comme on est sur une approche multi-acteurs, elle implique aussi, vous l'avez dit, d'innover plus, des soutiens à la recherche, à l'innovation. Ça, c'est essentiel de pouvoir le conserver. C'est aussi notre rôle au niveau opérateur public d'accompagner ce type d'opération. Donc on fait notamment, on a des appels à projets recherche sur les bâtiments comme bâtiments responsables. C'est aussi de pouvoir alimenter les retours d'expérience, produire des guides. C'est le type de guide qu'on fait avec vous, avec le CSTB. Je pense notamment, moi je l'ai noté parce que c'est mes collègues qui m'ont fait penser, c'est le guide, le projet Spirou, qui n'est pas le petit Groom, mais qui permet de produire des guides méthodologiques. C'est aussi faire connaître. On a une plateforme, un observatoire pour la transition écologique des bâtiments qui s'appelle Batizoom,
Et puis c'est les enjeux, on n'en a pas trop évoqué, mais c'est les enjeux de filière aussi, de responsabilité élargie aux producteurs qui se structurent, qui se restructurent, mais qui, voilà, dans le principe, est quand même essentiel, parce que justement, c'est aussi la prise en compte de l'ensemble des acteurs, des metteurs sur le marché, et cette approche qui là aussi n'est plus que, enfin, qui est globale sur le cycle de vie et pas seulement la partie recyclage. Donc voilà. Tous ces éléments doivent concourir effectivement à ces changements et on le voit avec des maîtres d'ouvrage responsables, exemplaires, qu'on peut aller aussi sur des grandes échelles dans ces sujets d'économie circulaire. Merci Raphaël. Peut-être juste rappeler quand même le rôle un peu central à mon sens du secteur du bâtiment sur ces notions de transition. Parce qu'on passe quand même à peu près 80-90% de notre temps dans des bâtiments, dans un environnement urbain, donc en termes de capacité d'action sur les imaginaires, on est vraiment sur un secteur qui peut, au-delà de son impact direct extrêmement fort, peut avoir des impacts indirects aussi particulièrement puissants. Ce qui permettra in fine de massifier, je pense qu'il y a forcément un sujet autour des modèles économiques. Il y a, à la fin du XVIIIe siècle, par exemple, on lançait des appels d'offres pour démolir des bâtiments. Donc les gens étaient prêts à payer pour avoir le droit de démolir. Parce qu'ils pouvaient du coup derrière accéder à des gisements. Bon, le coût de la matière n'était pas le même, le coût du transport n'était pas le même. Mais en tout cas, les gens étaient prêts à payer pour accéder du coup aux ressources. Et donc, il y a vraiment cet enjeu fondamental derrière de modèle économique. Et c'est aussi, du coup, au niveau de la direction économie et ressources, justement au CSTB, nous on travaille à la fois sur cette notion technique de circularité, comment est-ce qu'on accélère ce mouvement, mais aussi sur les enjeux économiques, alors au sens large, mais notamment dans cette logique de transition circulaire. Et donc sur ce modèle économique, ils ne sont pas forcément évidents aujourd'hui pour la partie économie circulaire. Il faut qu'on développe les filières aujourd'hui, mais on a un levier qui est extrêmement fort, qui est le levier de l'éco-conception. J'ai plus la référence, je crois que c'était une fondation qui doit s'appeler Circle Economy, qui rappelait quand même que 80% des impacts quelque part sur la gestion du cycle de vie sont directement associés à la conception. Et donc l'enjeu d'éco-conception, il est extrêmement fort pour qu'on n'ait pas besoin du coup de payer plus cher pour démonter, qu'on n'ait pas besoin de repayer des gens pour aller chercher de l'information qui a existé et qui a disparu, pour que en fait on ait des solutions qui ne soient pas plus facilement dissociables, parce que si on est collé, poissé, voilà, ça a été dit. Donc cet enjeu d'éco-conception, il est vraiment fondamental. Et c'est là où moi je voudrais quand même rappeler, mais déjà d'une part qu'il y a des maîtres d'ouvrage extrêmement engagés qui vont très loin du coup dans même ne serait-ce que leur capacité à faire évoluer les cahiers des charges, les marchés, leur philosophie quelque part d'approche. Et ça c'est important qu'on le porte à connaissance, qu'on fédère du coup les gens aussi autour de ça. Et puis rappeler que du coup que l'enjeu derrière aussi c'est vraiment de mettre un petit peu tout le monde en mouvement en même temps. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites autour de la commande, autour de la maîtrise d'ouvrage. L'enjeu derrière qu'on a maintenant, c'est de montrer justement à l'offre de produits industriels qu'il y a une demande, qu'elle est là, qu'elle est forte et qu'elle attend quelque part des nouvelles solutions, qu'il y a un besoin de pouvoir y aller ensemble et un besoin après de porter justement aussi les bonnes pratiques dans un cercle un peu plus large pour être capable du coup d'impacter sur tout ce qui se met en place après progressivement autour de l'économie circulaire dans le secteur du bâtiment. Et c'est vraiment par les fondamentaux qui ont poussé du coup au lancement là aujourd'hui du booster du réemploi. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment la solution aujourd'hui par rapport au niveau de maturité de la filière et des acteurs pour qu'on aille collectivement clairement un cran plus loin et qu'on puisse vraiment aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort dans les prochains mois et prochaines années. Je pense qu'on est un peu dans les temps. Merci beaucoup à tout le panel pour vos retours d'expérience. On attend vraiment des industriels aujourd'hui parce qu'on a besoin autour de la table de cette force et on va dire de cette puissance pour passer à l'échelle, on va dire. Et alors il nous reste quelques minutes avant qu'on signe notre accord pour lancer physiquement notre booster de l'économie circulaire. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement dans la salle Bonjour. Avez-vous déjà réfléchi à comment mettre
en relation des petits gestionnaires de l'immobilier avec des industriels en vue du réemploi? Oui, c'est une très bonne question. Alors nous, chez A4MT, on a des programmes qui sont ouverts à tous, où on essaye justement de mettre ensemble les pionniers, les différents acteurs de la filiale, pour montrer en effet ce qu'ils peuvent faire. Donc avec plaisir, voilà, si c'est des acteurs, de venir nous voir déjà, parce que dans nos programmes, on peut mettre à disposition toutes nos ressources, en fait, tous nos REX, data et autres à disposition. Et on est toujours, en fait, nous, voilà, on aime bien les livres, les KPIs, les REX, mais ce qu'on aime surtout, c'est l'expérimentation. Et donc avoir des sujets pour mettre en œuvre et démontrer, en fait, que c'est possible. Donc voilà, c'est sûr qu'on travaille plus avec, on va dire, des gens plus gros, parce que ils ont des services dédiés, ils ont, on va dire, du temps sur ces sujets, ils ont beaucoup de projets et qui peuvent en dédier certains à l'innovation et à la recherche. Mais avec plaisir, on peut travailler aussi avec tout type de profil. C'est vraiment un groupe de pionniers quelque part qui démontre aux autres, une fois qu'on aura ces 15%, on va dire, du marché qui sont faisables dans ce sens, qu'on peut aller légiférer et vraiment changer les choses. Et oui, rappelez que c'est une démarche, que ce soit du côté de la maîtrise d'ouvrage ou du côté des industriels, c'est une démarche qui s'adresse à tout le monde. Ça, c'est quand même important de se le rappeler. Et c'est sûr qu'en fonction du coup de la taille, il y a des gens qui peuvent plus ou moins s'investir, mais on est quand même un enjeu sur un sujet, avancer collectivement ensemble, partager bonnes pratiques et bénéficier aussi des retours d'expérience. Donc ça, voilà, je tiens à rappeler que ça s'adresse vraiment à tous et tout le monde a quelque chose à y trouver. Bonjour, Luc Monvoisin, Cataba. Quel est votre retour d'expérience sur les modes de contractualisation par rapport à toutes ces solutions circulaires? Est-ce qu'on arrive de plus en plus facilement à les sortir des lots quand elles sont fondues dans certains lots? Est-ce qu'on arrive à être dans des logiques de performance globale en pensant à la réparabilité et la prolongation du cycle de vie des produits par la réparation? Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez observées à l'échelle de vos métiers et plus généralement du secteur? Oui, alors c'est une très bonne question, en effet, c'est un peu le sujet, peut-être à la maîtrise d'ouvrage. Oui, ce qu'on peut dire, nous, en termes de REX, on a, sur nos grosses opérations, on va avoir certains lots curage préservant, parce que c'est assez massif, et que ça demande une expertise dédiée. Donc, que ce soit en entreprise générale ou en lot séparé, il y aura une expertise sur la partie curage préservant. Ça nous permet de se tracer parfaitement. Par contre, sur nos petites opérations, on choisit de ne pas le faire parce qu'on ne peut pas travailler en lot séparé. Donc, l'entreprise tout corps d'État va activer des lignes réemploi qu'on a détaillées par lot, les 19 lots, travaux. Et en fait, on a travaillé avec eux sur ce qui est viable. Donc, on va en avoir pas mal en seconde œuvre. Sur la partie faux plancher, faux plafond, une partie du sol souple. C'est pour ça qu'on est assez exigeant et qu'on travaille beaucoup avec les industriels côté sol souple parce qu'il y a des choses très intéressantes, notamment sur le sol souple textile avec des FDES de réemploi et tout le travail autour notamment des cols et des poisses. Donc voilà, pour répondre à la question, grosse opération, lot dédié, petites opérations courantes, on a un bordereau de prix unitaire avec une centaine de lignes par lot travaux. Oui, bonjour, Vincent Lascaux. Alors, je suis industriel, je suis intéressé par la démarche, j'ai envie de faire évoluer mes produits, de m'engager davantage. Comment est-ce que le booster, concrètement, peut m'accompagner ? Oui, merci pour la question. En fait, la force aussi de notre équipe et de notre groupement, c'est qu'on peut aller, du coup, aussi assez loin sur l'accompagnement individuel. C'est-à-dire que l'objectif, là, c'est vraiment de travailler tous ensemble et d'avancer ensemble. On sait que les niveaux de maturité en termes de réflexion, en termes d'évolution de produits sont quand même aussi assez différenciés suivant les uns et les autres. Mais en tout cas, l'important, c'est que l'envie commune soit là, quoi. Et ensuite, c'est des choses, dans les échanges qu'on a, il y a aussi ce besoin un peu quelque part d'accompagnement individuel qui émerge pour faciliter quelque part l'évolution des produits, pour répondre de manière beaucoup plus forte quelque part aux exigences
des maîtres d'ouvrage engagés. Et donc là, il y a toute la possibilité de pouvoir, l'intérêt aussi de la force de notre groupement, c'est qu'on peut aller du coup assez loin, jusque derrière la reconnaissance de l'ensemble de ces performances. Juste une précision, c'est qu'en fait le modèle un peu du booster, c'est un accompagnement, un groupe qui partage ses expériences, une mise à disposition de ressources, et puis après pour les plus avancés, on va dire, dans la démarche, la possibilité d'avoir un accompagnement individuel sur un projet qui va bénéficier en fait de toute la collectivité pour partager en fait des bonnes idées et essayer d'avancer plus vite. Et chaque on va dire retour d'expérience de chacun va pouvoir être mutualisé et permettre de chacun travailler sur un sujet et de permettre à la communauté de grandir plus vite, comme on disait. On va beaucoup plus loin à plusieurs. Oui, bonjour, Yvon Legal de Circular Place. Alors la question va être pour Charlotte de la Poste Immobilier. Vous gérez des centaines de milliers de mètres carrés de banques de matières, avec par exemple les produits de Gamma Industrie. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, un challenge à pouvoir identifier justement tous ces produits, à pouvoir les gérer, à pouvoir gérer leur transfert? Oui, ça veut dire la deuxième vie, c'est ça? C'est ça. Oui, alors effectivement, on a monté une expérimentation sur Toulouse. Avec le réseau Segundo. Donc Segundo, réseau d'entreprises de dépose préservantes. Et on s'est dit, on va monter un espace de stockage temporaire qui va permettre sur la plaque toulousaine de récupérer les matériaux qui sont réemployables, de les stocker. Si dans les 6 mois, on ne les a pas, nous, réintégrés dans nos opérations courantes, ils sont à disposition d'autres acteurs sur la plaque toulousaine. Donc, ces stocks tampons qui sont gérés par Segundo nous permettent de diffuser le réemploi à partir des ressources de nos propres démontages, de nos propres curages préservants. Donc ça, c'est un exemple qui, s'il est fructueux, qu'on pourra déployer. Et puis ensuite, on raisonne globalement avec d'autres bonnes idées, puisque nos partenaires industriels sur la partie cloison démontable activent, eux, leurs propres monteurs. C'est-à-dire que ce sont les monteurs locaux des cloisons qui vont dédier du stockage préservant et pouvoir réintégrer sur d'autres chantiers, les nôtres ou d'autres chantiers, ces cloisons en seconde vie, donc reconditionnées et redistribuées. Ok, je vous remercie. Je pense qu'on a terminé ce table ronde. Merci beaucoup à tous. On va peut-être signer en fait du coup, le petit document. Et puis merci beaucoup Est-ce que vous voulez bien récupérer vos... Et peut-être juste vous dire que si vous voulez poursuivre un petit peu les échanges, si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, on sera après au stand à la 4ème là, en C18, c'est juste à côté pour poursuivre les échanges.